Et c'est sûr que la gestion de la connaissance et faire en sorte que le niveau de connaissance il soit homogène entre les sales, que les process soient respectés, ça c'est sûr que c'est clé dans le succès d'un département commercial. À l'époque on était 10, aujourd'hui on est 150. Là en 3 ans on a doublé le panier moyen, enfin je trouve ça incroyable. On a diminué le cycle de vente. En termes de chiffre d'affaires on est presque à 42 millions pour l'année dernière. 24 sales qui font plus de 200 cas de booking. Alors moi, les secrets de fabrique, je peux les donner, en fait. C'est là pour ça. Et oui, et puis, en fait, surtout, notre but, c'est pas de mettre en... Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leurs équipes aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement et être plus efficaces avec de nouvelles méthodes de vente. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous êtes sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Vive la Vente, j'ai le plaisir de recevoir Marie Lambert qui est à la tête du Sales Enablement et Opérations chez Lucas. Marie a construit quasiment l'intégralité de sa carrière chez Lucas. Elle est arrivée en 2017 en tant que business developer et elle a gravi peu à peu les échelons des métiers de la vente, de BizDev à Sales Manager, puis aide du middle market pendant quasiment 2 ans. Ils appellent ça le mid-market chez Lucas, vous verrez plus tard. Et depuis le début de cette année 2024, elle est intégralement dédiée au management de leur équipe de Sales Enablement et Opérations. Une équipe forte d'une 15aine de personnes qui viennent renforcer et accompagner toute la machine de vente de Lucas, qu'on va un peu disséquer tout à l'heure. Lucas, justement, pour ceux qui ne le savaient pas encore, compte parmi les pépites de la croissance en France et dans l'écosystème des SaaS. Lucas a été créé en 2002 et ils éditent des logiciels qui accélèrent grandement les processus administratifs et RH. Une proposition de valeur qui ne cesse de convaincre, puisque Lucas connaît des résultats aussi impressionnants qu'inspirants, 7400 clients, 900 000 utilisateurs, une présence dans 130 pays, 42 millions d'euros de CA et une croissance de 50% en 2023. Pour tirer tous les enseignements d'un tel succès commercial, on a donc préparé les questions suivantes pour Marie et cet épisode de Vive la Vente. Tout d'abord, comment recruter, organiser et pérenniser son équipe commerciale sans rémunération variable? Le Sales Enablement, comment est-ce que vous avez commencé? Pourquoi? Pour qui? Et surtout comment? On va également se demander comment Lucas fait pour se différencier commercialement dans un univers ultra concurrentiel. Bref, en un mot, quelles sont les meilleures méthodes pour construire une organisation commerciale assertive dans un environnement compétitif? Mais d'abord, bonjour Marie, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu et comment va Lucas? Bonjour, écoute, moi je vais très bien et Lucas aussi. Peut-être pour te donner quelques actualités. On vient juste de terminer les entretiens trimestriels, qui est toujours un exercice assez intéressant, d'autant plus qu'on vient de refaire complètement les grilles de compétences. Ça, c'était assez chouette. Je disais en introduction 50% de croissance en 2023. C'est habituel pour vous d'avoir une croissance aussi forte, ou ça fait quelques années, depuis une certaine levée de fonds, peut-être que la croissance est aussi bonne? Alors, on n'a pas attendu la levée de fonds pour avoir une super croissance, heureusement. La croissance, elle était assez stable jusqu'aux années 2010-2011. En 2011 et 2016, on est passé de 10 à 60. Et vraiment, depuis 2016-2017, là, on connaît vraiment une très belle croissance. Et ça fait effectivement plusieurs années qu'on est plutôt aux alentours de 40... 40%, 50%. Ouais, de 40%. Là, en 2023, c'est assez impressionnant, surtout pour les entreprises et les directeurs commerciaux qui nous écoutent, qui ont connu peut-être des résultats un petit peu plus tendus ces derniers temps. Mais on va y revenir tout à l'heure. D'abord, on va faire un petit voyage dans le passé. Je te demandais comment ça va. Et ces 4 derniers mois, tu as pris une responsabilité un peu différente. Mais on va revenir encore plus dans le passé, sur le début de ta carrière. Et on va essayer de s'intéresser à comment est-ce que tu es tombé dans la vente. Alors, moi, en fait, ce que je cherchais vraiment un environnement de travail, un cadre. Je voulais une entreprise en croissance, avec une organisation horizontale. Je voulais de la structure, je voulais une entreprise qui puisse me former. Je voulais aussi être au contact des clients, avoir la possibilité d'évoluer. En fait, c'est vraiment ça qui m'importait. J'avais une expérience en maîtrise d'ouvrage en banque d'investissement. Ah oui, donc, d'accord, pas du tout... ouais. Je l'ignorais en fait. Rien à voir. Mais en fait, donc, du coup, je suis tombée sur l'entreprise Lucas. Et il y avait plusieurs offres, notamment celle de commercial, mais pas que. Il y avait également une offre de Customer Success. Et au vu de mes précédentes expériences, moi, ça me semblait plus naturel de m'orienter vers cette offre-là. Donc, en fait, j'ai pas candidaté pour être commercial. J'ai d'abord candidaté pour travailler au sein du département Customer Success. Et en fait, au fur et à mesure des entretiens, chez Lucas, on m'a réorienté vers le poste de commercial, ce qui était plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, je me suis vraiment éclatée sur ce métier. Pour continuer de revenir sur le début de ta carrière, est-ce que tu as une plus belle vente en tête ou une qui te reste plus particulièrement en tête? Je sais que tu as fait des très beaux chiffres depuis ton arrivée
arrivé chez Lucas. Est-ce que tu peux y revenir un petit peu ? Alors, une plus belle vente, je sais pas, mais j'en ai une qui est assez drôle, ou en tout cas qui m'a vraiment marquée. C'était en 2018. Je suis contactée par une entreprise en fait, qui est déjà cliente, qui est une très grande entreprise, et en fait, c'est la filiale d'un grand groupe de construction. Ils sont plusieurs milliers. Ils sont clients depuis 2014 sur notre outil de gestion des congés et des absences, avec les tarifs de l'époque, je précise, et ils souhaitent ajouter une nouvelle entité. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas voulu signer un simple avenant, ils ont voulu signer un nouveau contrat, et qui dit nouveau contrat dit CGV, et c'est là... Conditions générales de vente, pour ceux qui nous Exactement, conditions générales de vente, et c'est là que le challenge commence. Je suis allée les rencontrer dans leur bureau et en fait, donc il y a le sujet de la sécurité des données qui est très important chez nous et qui est du coup aussi mentionné dans les CGV. Donc en fait, j'ai commencé à échanger avec le DSI plutôt que d'échanger avec leur entité, leur... Énorme partie technique. Ouais, exactement. Et donc je rencontre le DSI qui pense que c'est nous qui exigeons de revoir le contrat. Et à un moment, il me lance. Je comprends tout à fait qu'un acteur du SaaS souhaite revoir ses prix. Moi, je tombe un peu dénue parce que c'était pas du tout le sujet de revoir nos prix. Donc, je retiens son commentaire et en fait, j'en profite pour essayer de repasser sur les tarifs publics, alors qu'en fait, c'était pas du tout l'objet du contrat initial. Donc, j'ai quand même réussi à les faire augmenter de 17%. Alors que c'était pas prévu du tout. Alors que c'était pas prévu. Bon, tout ça, ça a quand même pris 2 ans entre le moment où ils m'ont contacté et le moment où ça a signé, parce que d'un point de vue juridique, à l'époque, en plus, on n'avait pas d'équipe légale. Ça avait été très très complexe. Tu les as upsell, entre guillemets. Exactement. C'était en quelle année ? Ça c'était en 2018 et ils ont signé en 2020. Parce que justement, ma question suivante, elle porte sur 2018. C'est même écrit sur ton LinkedIn, je crois. Tu as fait une très belle année en 2018, 400 000 euros de CA générés. Est-ce qu'il y avait une recette à ce succès ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu ferais différemment aujourd'hui ? Alors, juste peut-être une information. Oui, donc ça fait quelques temps que j'ai pas mis à jour mon LinkedIn. 400 000 euros aujourd'hui, on va y revenir juste après, mais ça représente... Bon, pas grand-chose, non, mais on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Pour moi, les recettes du succès, je dirais, déjà, il y a les compétences classiques d'un bon commercial, à savoir les capacités d'écoute, le fait d'être très rigoureux, d'être très organisé, de bien connaître ses produits, d'être très réactif, tout ça. Après, je pense ce dont on arrive aussi à faire preuve, et je pense qu'il plaît aussi à nos prospects, à nos clients chez Lucas, c'est qu'il y a vraiment cette touche Lucas où on est très transparent, on est vraiment honnête, on travaille de manière très sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. Il y a une vraie culture de l'excellence aussi. Et pour moi, je dirais le plus, et c'est, je pense aussi, ce qui a fait que je me suis vraiment épanouie dans ce travail, c'est que moi, j'ai vraiment été passionnée par les produits, par le souhait d'aider les prospects, de vraiment transformer leur quotidien, de répondre aux problématiques qu'ils rencontrent. Est-ce que tu faisais beaucoup d'heures sup quand tu as fait de très bons résultats cette année-là ? Parce que tu disais, c'est relatif en fait, aujourd'hui, par rapport aux résultats de top performer. D'ailleurs, c'est ma question d'après. C'est une bonne question. On suivait pas forcément le temps. C'est sûr, on travaillait beaucoup. Après, moi, ce dont je me souviens surtout, c'est que c'était des journées qui étaient très très rythmées. Vraiment... Efficacité. Ouais, c'est ça, vraiment, on enchaînait les démos, les propals, etc. Ce qui nous permettait d'être très réactifs aussi. C'est peut-être ça qui t'a donné des idées pour améliorer l'efficacité plus tard, finalement, des commerciaux chez Lucas. Ouais. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors après, l'organisation s'est aussi complètement transformée entre-temps. À l'époque, on était 10, aujourd'hui, on est 150. Là, vous étiez 10 en 2018 quand tu fais 400 000 euros de chiffre d'affaires, et aujourd'hui, vous êtes 150 ans. Je suis arrivée, on était 10. Fin 2018, on était plus que 10, je pense, mais on n'était pas 50, ça c'est sûr. On essayait de calculer un peu la relativité de 400 000 euros de chiffre d'affaires pour Lucas désormais, pour un seul performeur. Du coup, c'était ça ma question suivante. C'est quoi aujourd'hui le montant du chiffre d'affaires réalisé par votre top performer, si c'est pas indiscret, confidentiel? Non, je crois pas que ce soit confidentiel. Pas sûr. Ouais. Je peux le citer. C'est mon collègue Alban, que d'ailleurs j'ai recruté en 2019, qui a fait ses armes au mid-market côté acquisition, puis après au cross-sell, et qui aujourd'hui il est account exécutif dans le département Enterprise. Il a fait presque 1 million de bookings l'année dernière. C'est plus d'un demi-million en termes d'ARR. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, revenir sur la proposition de valeur de Lucas ? On a senti déjà la passion produit et la conviction de votre proposition de valeur tout à l'heure. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que vous proposez aujourd'hui ? Et en plus, vous avez beaucoup évolué. Et d'ailleurs, j'ai mis ça dans ma préparation interview. Pour faire un petit bond dans le passé, vous avez été créé grâce aux 35 heures, je crois. Ouais, exactement.
Alors, peut-être pour répondre à la première partie de ta question sur notre proposition de valeur, donc déjà pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer par ça. Lucas, c'est une entreprise qui conçoit et qui commercialise des logiciels pour les ressources humaines. Notre objectif, c'est d'automatiser les process RH pour faire gagner du temps à nos clients et qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, on a 14. Chaque outil va couvrir un besoin précis. Ils sont organisés autour de 4 gammes. Gestion du temps de travail, pilotage des dépenses, développement des talents et l'orchestration de la paix. On a un positionnement qui est premium. Peut-être des données moi, que j'aime bien citer, c'est sur Trustpilot, on a 4,4 sur 5 en notes. On a un taux de satisfaction client côté support de 98%. On a un taux de churn qui est environ à 3%. Voilà, on fait une bonne satisfaction. Exactement, on fait des outils qui fonctionnent et qui plaisent. Et qui sont premium, tu le disais aussi. Exactement. Et donc du coup, sur la deuxième partie de ta question, par rapport aux 35 heures, donc effectivement, moi j'étais très jeune à cette époque-là, mais en 2000, il y a la fameuse réforme des 35 heures de Jospin qui devient obligatoire en 2022, donc à l'époque on était à 39 heures, on passe donc à 35 heures avec la mise en place des RTT. Et c'est justement en 2002 que Lucas est créé avec un outil qui permet de gérer les congés et surtout une spécificité, c'est qu'il y a une logique comptable en partie double pour le suivi des congés. On a parlé de quelques chiffres de satisfaction au lien avec votre proposition de valeur, c'était un peu l'instant placement de produits aussi et c'est bien normal. Et j'ai cité aussi quelques chiffres dans mon introduction pour résumer vos succès commerciaux. Est-ce que tu en as d'autres quand on parle de vos succès commerciaux? Je parle d'augmentation du panier moyen, de la conversion, d'un revenu annuel récurrent éventuel, etc. Oui, complètement, j'en ai d'autres. Moi surtout ce qui me marque en fait et ce que j'ai pu observer ces dernières années, on a là en 3 ans on a doublé le panier moyen, enfin je trouve ça incroyable. On a diminué le cycle de vente, alors pas par 2, mais quand même on était plutôt aux alentours de 2 mois et demi, on est passé à 2 mois. Le taux de conversion, bon ça dépend un peu des marchés, mais globalement ça reste assez stable. Là en tout cas si je compare entre 2022 et 2023, il a même augmenté. Peut-être si je peux te donner quelques chiffres concrets, c'est aussi peut-être ça qui intéresse nos auditeurs. Donc tu l'as mentionné en début d'entretien, en termes de chiffre d'affaires, on est presque à 42 millions pour l'année dernière. Il y a 24 sales qui font plus de 200 cas de booking. Et 200 cas de booking, je parle uniquement de la partie ARR. Alors qu'il n'y en avait que 11 en 2022. Donc on observe vraiment une tendance à l'augmentation des performances, quoi. Donc rentrons dans le vif du sujet et dans le cœur de votre machine de vente. Si je ne me trompe, il y a 5 départements chez Lucas, 4 sont dédiés à la vente, une vraie culture d'ailleurs donc de la vente, on le sentait déjà dans ce début de podcast. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre organisation commerciale? Tu le disais tout à l'heure, il y a mid-market, il y a enterprise, je pense qu'il faut découper un petit peu tout ça pour donner un peu de visibilité à l'audio. Complètement. Alors, c'est là où il faut s'accrocher parce qu'on est 150 sales, donc forcément l'organisation elle est assez complexe. Donc aujourd'hui, au sein du département commercial, on a 5 départements. On a 4 départements qui sont opérationnels, qui font de la vente, et un 5e, donc celui dans lequel je travaille, Enablement et Operations, qui est plutôt un département en support, d'où l'objectif est vraiment de faire en sorte que les 4 premiers puissent vendre dans les meilleures conditions possibles et puissent performer le plus possible. Donc sur les 4 départements opérationnels, on va retrouver l'outbound, qui fait de la chasse sur le marché français, peu importe la taille de structure. Ensuite, on a 2 départements qui fonctionnent un petit peu en miroir, le département mid-market et le département enterprise. La différence entre ces 2 départements, c'est qu'il y en a un qui va traiter les prospects et les clients donc du mid-market. Pour nous, le mid-market... Ouais, j'allais dire, la segmentation se fait avec quels critères? Ouais, c'est la taille de l'entreprise et la limite, c'est 250 utilisateurs. Okay. Voilà, donc mid-market et enterprise, ces 2 départements, ils fonctionnent un petit peu en miroir parce qu'en fait, ils sont tous les 2 composés de 2 sous-équipes, l'équipe acquisition et l'équipe cross-sell. Acquisition va traiter le new business, les nouveaux prospects, alors que le cross-sell va gérer le parc client existant. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait 14 solutions. En fait, un prospect, la première fois qu'il signe chez nous, il va uniquement souscrire à environ 2 d'entre elles, en moyenne. Donc, il y a un potentiel de cross-sell énorme sur notre parc. C'est des départements bien distincts parce que forcément il y a des process de vente qui sont différents en termes de cycle de vente ou quoi. Évidemment c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup plus d'appels d'offres, notamment à l'enterprise. Les cycles de vente sont plus longs. Les projets sont parfois aussi plus complexes, notamment sur les problématiques d'intégration ou la partie fonctionnelle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a une spécificité supplémentaire au sein du département enterprise, c'est qu'il y a une équipe de pre-sales. Les pre-sales en fait vont être spécialisés
sur une gamme d'outils et vont pouvoir accompagner les CAM ou les accounts exécutives tout au long de leur cycle de vente. On résume rapidement, prospection, enterprise, ensuite mid-market. Exactement, on est à 3. Les CAM et les pre-sales, et ensuite vous, en sales enablement et opération. Alors non, il en manque un encore, le département international. Ah oui. Le département international, lui, il est composé de 3 équipes qui en fait vont chacune couvrir un pays, donc la Suisse, l'Espagne et l'Allemagne, sur lesquels d'ailleurs on est en train, pays sur lequel on est en train de se lancer. Et en fait, dans chacune de ces équipes, on va retrouver un peu tous les corps de métier que je t'ai déjà cités, à la fois des chasseurs, des sales qui gèrent des grands comptes ou des clients du mid-market, sur l'acquisition ou sur du cross-sell. La seule chose, c'est que vu qu'aujourd'hui, nos marchés, nos équipes internationales, c'est des marchés qui sont plus petits, les équipes sont plus réduites, et donc parfois, ça peut être une seule et même personne qui peut détenir plusieurs de ces rôles. Okay. Donc il n'y a pas la même organisation. Et du coup, il manque le dernier département. Et après, on est bon. Le dernier département dans lequel je travaille, c'est un peu complexe. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'accrocher. Le département Enablement et Operations, qui du coup lui-même est composé de 2 équipes. Une équipe Enablement, une équipe Operations. L'équipe Enablement va gérer toutes les problématiques relatives à la formation, que ce soit la formation initiale ou continue. Il y a aussi une dimension d'expertise produit, parce qu'on a beaucoup d'outils qui sont complexes. Et le département Operations, là pareil, assez classique d'un département Operations, à savoir tout ce qui est process, data, etc., etc. Outillage aussi. On l'avait dit, il fallait s'accrocher, donc merci d'être revenu sur toute cette organisation. C'est quoi les aspects communs à travers toutes ces équipes et ces 150 commerciaux donc de votre culture commerciale ? En fait, moi j'irais plus loin, plutôt que de parler d'une culture commerciale, moi je préfère parler d'une culture Lucas. On a une culture qui est très forte chez Lucas, culture d'entraide, du feedback, de la transparence, de l'excellence. Il y a aussi une culture de cohésion qui est très forte. On a beaucoup de rituels, que ce soit les rallyes d'arrivée. Et une culture produit aussi, je pense évidemment, puisque chez vous, il y a aussi un énorme développement de votre offre et votre proposition de valeur. C'est un très bon point. Oui, on a une culture produit très forte. Lors de notre préparation, tu soulignais que chez Lucas, il n'y a aussi pas de variable pour les commerciaux. C'est quoi les avantages et les désavantages d'un choix stratégique aussi important ? Alors, c'est une bonne question. Je vais commencer par les avantages. Tu vas voir, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Déjà, la simplicité. En fait, quand tu n'as pas de variable, tu n'as pas de plan de commissionnement à élaborer, tu n'as pas besoin de le suivre, de le renégocier chaque année, donc c'est plus simple. Ça évite les écarts de rémunération trop importants entre les meilleurs commerciaux et d'autres collaborateurs qui n'ont pas de variable, que ce soit les devs, les CS ou autres. Ça permet aussi de créer un climat d'entraide et de collaboration, et pas un climat de compétition. Donc par exemple, la nouvelle recrue, elle va vraiment être vue comme un pair à former, qui va pouvoir contribuer le plus vite possible à l'effort collectif. Donc comme ça limite aussi les conflits, par exemple, sur l'affectation des prospects. Et enfin, ça permet une vente qualitative. Ça permet de vendre bien et pas à tout prix. Ça limite les incidents lors du déploiement, ça permet de bien garder les clients, ça garantit une bonne rétention des clients. Je te disais, on est à 3% en termes de churn. Ça évite de devoir mettre la pression au produit pour adapter la roadmap ou autre en fonction de certains deals. Est-ce qu'on peut parler un peu plus des désavantages ? Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour attirer et pérenniser ces commerciaux quand il n'y a pas de variable ? Alors, pour moi, il n'y a pas d'inconvénient, mais il faut que le contexte soit propice quand même. Pour ça, il faut s'assurer que les autres leviers de motivation des collaborateurs sont bien activés. Et ça dépend forcément de chacun. Ça peut être la reconnaissance, la formation, la projection, l'épanouissement, etc. Donc s'assurer que les collaborateurs se projettent dans l'entreprise avec des plans de carrière, des tracks, etc. qui soient clairs et communiqués, la possibilité de faire des mobilités internes. Faut aussi que le salaire quand même soit au niveau, même si possible au-dessus du marché. Et c'est ce que vous faites, j'imagine, un fixe au-dessus du marché ? C'est un petit peu au-dessus, effectivement. Le fait d'avoir une grille de salaire publique en interne aussi, ça aide. Et nous aussi, on a mis en place en fait un système de fast track qui permet de valoriser les collaborateurs qui sont les plus performants. Donc on grimpe dans cette grille de salaire publique fixe plus rapidement lorsqu'on est plus performant. Exactement. Donc selon moi, il n'y a pas d'inconvénient si on arrive à motiver les équipes. Et pour ça, il y a plein d'autres leviers. Et je te demandais comment est-ce qu'on fait pour attirer et pérenniser ? Alors, en fait, paradoxalement, le fait de ne pas avoir de variable, pour nous, c'est plutôt un facteur qui facilite les recrutements. Pour nos candidats, c'est vraiment un levier de motivation, dans le sens où on recrute des juniors, on les forme, et en fait, les candidats, ils recherchent plutôt une culture d'entraide, la formation, la transparence, la bienveillance. Tout ça, c'est des choses qu'on peut leur offrir. Et en fait, c'est vraiment rassurant et sécurisant d'avoir un salaire fixe
plutôt qu'un variable, notamment dans un contexte, par exemple, de crise. Hein. Là, on a eu la crise sanitaire, les crises politiques, économiques, etc. On est sur des jeunes diplômés, je t'ai dit, donc souvent, ils n'ont pas trop d'expérience. Ils savent pas forcément s'ils vont performer dans ce métier. Et forcément, hein, quand tu as la moitié de ton salaire qui dépend d'un variable et que tu performes pas, en fait, tu peux te retrouver avec un salaire qui est très bas. Le fait de rejoindre aussi une nouvelle entreprise, il y a des entreprises où les objectifs qui sont fixés, ils sont pas atteignables. Donc ça aussi, parfois on peut voir des très gros variables sur le papier, mais en fait si les objectifs sont complètement inatteignables, c'est un peu compliqué. Et aussi ça les rassure sur le fait que, vu que les autres sales sont pas variabilisés, les autres vont pouvoir en fait accompagner les nouvelles recrues, les coacher dans leur montée en compétences. Et ça, c'est des choses que les personnes qu'on recrute recherchent. Je voulais quand même essayer de localiser si vous, de votre côté, vous avez un turnover ou un taux de renouvellement en français chez les sales. Je pense que ton évolution en interne, elle démontre par A plus B le fait que vous arrivez à pérenniser vos commerciaux sans variable, mais objectivement, que disent vos chiffres sur cette question-là ? Ouais. Alors, les chiffres, je peux te les donner. En 2022, on était à 7%. L'année dernière, on était un tout petit peu plus haut, on était à 9%. À noter que la moyenne dans le secteur, elle est plutôt aux alentours de 15%. Donc on peut dire qu'on a un taux de renouvellement qui est bas. En préparant cet épisode, tu m'évoquais un cycle de vente d'une moyenne de 2 mois, 66 jours, et tu me disais d'ailleurs dans ce podcast qu'il a été un petit peu réduit. C'est quoi les grandes étapes de votre cycle de vente si on uniformise, international, enterprise, mid-market ? Donc déjà, le lead, comment est-ce qu'il arrive ? Plusieurs sources. Soit il est chassé par notre département outbound, soit c'est un lead qui vient directement du marketing via notre site internet. Il y a d'autres sources possibles. Une fois qu'on a le lead, il va être affecté, donc soit à l'équipe mid-market, soit à l'équipe enterprise. La première chose qu'on va faire, c'est l'étape de qualification. Alors là, on est vraiment sur des étapes très classiques de cycle de vente. La qualification, c'est une étape clé où on va s'assurer que ce qu'on propose peut répondre aux besoins du prospect. Donc l'idée, c'est de pouvoir poser plein de questions, identifier d'éventuels no-go, identifier les problématiques du prospect, bien creuser sur ses pains, etc. Exactement. Rendez-vous découverte. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la partie découverte. Si jamais on considère que ce qu'on propose peut répondre à son besoin, dans ce cas-là, on va organiser un rendez-vous de démonstration. La démonstration, c'est un rendez-vous qu'on fait généralement via Zoom, avec un partage d'écran qui dure environ 1 heure, où on va présenter notre société, présenter les solutions. On va bien sûr personnaliser la démo en fonction des problématiques du prospect, de ce qu'il recherche. Et on finit par la présentation tarifaire et du process de déploiement. Suite à ça, souvent, tu as un process de relance, de négociation. La négociation, elle peut être sur la partie tarif, elle peut également être juridique sur nos conditions générales de vente ou nos modalités de facturation. Et donc tout ça jusqu'à la signature du contrat. Vous avez beaucoup de contreparties à ce moment-là. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour répondre aux objections ? Et par exemple, si vous signez avec un client, il va vous faire un témoignage client sur votre site ou il va vous faire une recommandation. Oui, des contreparties. Ouais. Effectivement, ce qu'on enseigne aux commerciaux, c'est que quand on négocie, il faut toujours... Donc déjà, il faut connaître son mandat de négociation et il faut effectivement avoir des contreparties. Donc ça, on a des formations dédiées où on leur donne plein d'exemples de contreparties. Ça peut être par exemple de signer avant une date donnée, de signer plus rapidement, ou alors demander aux prospects de s'engager sur le déploiement d'autres solutions ou d'ajouter plus d'utilisateurs. On a une très bonne idée globale de votre cycle de vente et vous êtes très fort en génération de leads. Pourquoi et comment ? Alors, plusieurs choses. Déjà, le process de recrutement. On a un process de recrutement qui est exigeant au global chez Lucas et évidemment aussi au sein de ce département-là, avec notamment des jeux de rôle et donc l'étape du grand oral, j'y reviendrai juste après. Ensuite, et ça pareil, c'est la même chose dans tout le département commercial, mais il y a une montée en compétences qui est très solide, un processus de formation qui est très solide. D'abord sur les softs avec de l'inbound et ensuite sur le métier de chasseur. Ensuite, bien sûr, on a des assets marketing de super bonne qualité, on a aussi des bons outils. On s'appuie en interne sur des partenaires qui sont aussi super forts. Je pense notamment aux RevOps qui nous fournissent la data. Ils sont également accompagnés d'ailleurs par un SalesOps sur ce sujet-là. C'est pas dans ton équipe, les RevOps. Exactement. Ouais. Non, c'est pas dans mon équipe, mais dans mon équipe, j'ai une SalesOps qui est du coup spécialisée sur cette équipe-là. Ouais, ok. On va revenir dessus tout à l'heure. Et plus généralement, mais ça pareil, c'est des choses que je retrouve dans d'autres départements chez Lucas, dans tous les départements chez Lucas,
il y a une vraie volonté de se former en continu avec de la veille sur les bonnes pratiques, de la formation, l'innovation dans les process, etc. Je pense notamment à un projet qu'on a mis en place l'année dernière, une nouvelle un peu manière d'approcher la qualif par le département Outbound, avec la mise en place du coup de ce qu'on appelle le Band Plus. Ça, tu vois, par exemple, ça a permis d'augmenter le taux de transfert par personne. Et si je me concentre sur la chasse, pour te donner un chiffre, entre Q1 de l'année dernière et Q1 de cette année, on a fait plus 182%. Ça, c'est énorme. J'allais te demander justement comment ça s'organise un peu la prospection chez vous. Est-ce que vous faites des sessions de call fixées? C'est quoi les meilleures heures pour faire de la prospection chez Lucas et dans le monde des SIRH? Alors moi, ça, c'est pas un département que je gère, donc j'ai pas ce niveau d'information, je pourrais pas t'en dire plus. Ce que je peux dire, c'est qu'on est une trentaine, c'est une équipe qui gère les leads français. Il y a une équipe en France qui gère les prospects Enterprise et une autre à Barcelone qui s'occupe du mid-market. On a un excellent panorama de votre organisation commerciale, surtout de toutes vos équipes, de votre génération d'opportunités, de la machine de prospection que vous avez mis en place. J'ai envie qu'on rentre dans le cadre de tes missions, de ton quotidien. Je le disais en introduction, dernièrement, tu as changé de casquette. Tu manages plus l'équipe en charge des ventes mid-market, mais exclusivement votre équipe chargée du Sales Enablement et des opérations. Une très belle équipe d'ailleurs, puisque vous êtes 15 pour 150 commerciaux, un ratio plutôt facile à calculer et assez admirable pour accompagner au mieux tous vos sales. J'espère que nos auditeurs l'auront donc compris, mais on va justement revenir un peu au commencement. Comment a démarré l'idée de prendre du recul sur vos méthodes de vente, de les formaliser, de les organiser, bref, de faciliter la tâche des commerciaux chez Lucas. Je crois que ça vient un peu de ton activité de commercial à la base en plus, non? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, dans le sens où il n'y a pas eu un événement ou une personne qui a permis de « tiens, on va prendre du recul sur nos process et on va essayer de les améliorer ». En fait, on a toujours eu des process assez solides qui ont été en place. Et ils ont tous toujours été détaillés dans nos supports et dans nos supports pour la montée en compétences dans un sales playbook. Donc en fait, moi quand je suis arrivée chez Lucas, les process ils étaient déjà là, ils étaient déjà documentés, ils étaient déjà renseignés sur nos outils internes. Donc en fait, voilà, ça a toujours été un peu en place. Et c'est sûr que la gestion de la connaissance et faire en sorte que le niveau de connaissance il soit homogène entre les sales, que les process soient respectés, ça, c'est sûr que c'est clé dans le succès d'un département commercial. Alors, quand on est 10, évidemment, c'est plus facile de vérifier que tout le monde sait tout et que les process sont bien appliqués. Surtout, en plus, à l'époque où il n'y avait pas de télétravail, on était avant la période Covid. Aujourd'hui, c'est très différent. À l'époque, c'était souvent soit le rôle de manager, soit de sales avec un petit peu d'expérience qui pouvait s'en charger. En fait, nous, on a toujours eu nos missions commerciales et en plus, on pouvait allouer du temps à ce qu'on appelle des side projects. Qui pouvait donc par exemple être l'amélioration ou la mise à jour d'un process. En 2019, on a recruté une ops pour aider en fait le CSO justement à se dégager un peu de temps et être un peu moins dans l'opérationnel. Et en fait, au fur et à mesure, on a recruté d'autres personnes et ça s'est beaucoup plus formalisé. C'est quoi les premières choses que vous avez mises en place du coup? Alors, les premiers projets qu'on a mis en place, alors évidemment, il y a énormément de choses, que ce soit en termes d'organisation, de process de vente. Peut-être moi, sur lequel j'aimerais revenir, je crois que ça fait 1 an et demi maintenant, on est passé sur Notion. On utilisait Zendesk à l'époque où il y avait du coup tous nos process, toutes nos méthodes de vente. On est passé sur Notion et en fait, les équipes se sont vraiment posé la question de comment utiliser l'outil pour qu'il soit bien adopté par l'ensemble des sales, que l'information soit facile à retrouver. Donc on a créé une base de données spécifique pour le département. Là on parle spécifiquement de ce que vous mettez à disposition des sales en termes de contenu de formation, de boucle de vente. On parle pas du CRM. Alors on parle pas du CRM, mais je parle pas forcément là du contenu, je te parle vraiment de du coup Notion, l'outil qu'on utilise pour mettre à disposition ce contenu. Voilà. Et donc en fait on a créé un système avec un espace commun pour l'ensemble des équipes. Une sorte de wiki sales entre guillemets. On peut voir ça comme ça, oui. Donc un espace commun et ensuite leur propre espace où ils ont leur process du coup rien qu'à eux. Donc c'est l'encyclopédie de vente de Lucas finalement, vous l'avez bougé de Zendesk à Notion. Exactement. Et c'est toi qui gères au quotidien avec ton équipe ce qui va être mis dedans en termes de contenu de formation, de quoi, discours de vente, quels sont les types de contenus qui peuvent s'y retrouver finalement? Alors, on va retrouver déjà tous les assets commerciaux, donc les PowerPoint de présentation, les grilles tarifaires, les fiches produits, etc. Les choses qui aident pour faire les démos, etc. Il y a aussi ça. Ouais. Ensuite, on a créé des petites fiches qu'on appelle l'essentiel pour vendre, dans lequel on va retrouver en fait pour chacun des produits à la fois les questions de qualif, le pitch, le discours, les arguments,
le positionnement, le scénario de démo. On va retrouver aussi dans Notion le Sales Playbook avec du coup l'intégralité du process de vente à suivre. On va retrouver des informations relatives au mandat de négociation, à comment négocier. Bref, il y a vraiment tout dedans. En fait, un sales pourrait presque s'appuyer uniquement sur ça pour apprendre à être formé. Alors bien sûr, c'est pas le cas, hein. Il y a aussi des humains derrière, il y a des coachs, il y a des managers qui aident à mettre tout ça en application. Et en pratique. Ouais, et en pratique. Mais voilà, tout est formalisé au sein de cet outil-là. Alors ça, c'est ce que vous faites tous collectivement dans ton équipe, mais d'ailleurs justement, revenons-y. On parlait tout à l'heure d'une sales op que tu avais. Quelles sont les autres dispositions que vous avez mis en place? Vous êtes 15, on l'a dit tout à l'heure, ça fait 1 pour 10 commerciaux, c'est admirable. Quelles sont leurs fonctions? Alors, comme je te le disais, en fait, le département Enablement et Operations, il est composé de 2 équipes. Tu as l'équipe Enablement et tu as l'équipe Operations. L'équipe Enablement va être chargée de la formation initiale et continue. Et forcément, qui dit formation, dit aussi formation produit. Je t'ai dit, on a 14 outils, ils sont complexes. Donc en fait, ce qu'on a fait au sein de cette équipe-là, on a mis en place ce qu'on appelle des Sales Product Spécialistes. Et donc en fait, on a une personne pour chacune des gammes, pour chacune de nos 4 gammes. Cette personne-là, elle va faire le lien entre les équipes produits, les PMM et les sales, et coordonner du coup la formation sur les produits. Un exemple que je peux te donner, par exemple, dans le cas du lancement d'une fonctionnalité ou d'un nouveau produit, c'est typiquement le genre de projet sur lequel on va intervenir, s'assurer que les sales sont formés au bon moment, que tous les assets sont à jour, etc. Donc ça, c'est vraiment côté enablement. Côté Ops, on gère, donc comme je t'ai dit, des projets Ops, donc tout ce qui est outillage, data, KPI, etc. Et là, en fait, on a un peu 2 types de profils. On les a appelés, il y a soit les Ops globaux, soit les Ops locaux. Les Ops locaux, en fait, ils vont avoir une casquette de spécialité d'une des autres équipes sales. Par exemple, on a un Ops local pour le mid-market, un Ops local pour le cross-sell, un Ops local pour l'OBD, la fameuse personne dont je te parlais tout à l'heure. Leur spécificité, c'est qu'ils vont gérer des projets Ops, mais surtout, ils vont avoir un ancrage local très fort au sein de leur équipe pour pouvoir identifier vraiment tout ce qui se passe au sein de l'équipe. Donc, ils sont forcément plus proches aussi de ces équipes-là. Et donc, ils sont avec ces équipes-là au quotidien. Toi, tu n'as pas un desk ou un open space avec ton équipe ou certains jours de la semaine? Comment ça s'organise? Alors, justement, nous, ce qu'on préconise dans ces cas-là, c'est de faire moitié-moitié. Donc, ils vont régulièrement sur les plateaux auprès de leurs sales, de leurs équipes, pour maintenir un lien de confiance, pour être visible, pour être identifié, pour identifier aussi les problématiques qui sont rencontrées par les sales. Néanmoins, ils restent rattachés à notre équipe d'un point de vue gouvernance, donc ils sont aussi dans nos open space à nous une partie de la semaine. Hyper intéressant. Voilà, donc ça c'est les ops locaux. Et les ops globaux, du coup, vont piloter des projets plus globaux et on peut retrouver certaines majeures, que ce soit par exemple sur la partie data ou alors sur la partie outillage ou sur la partie juridique selon les personnes. Et c'est quoi vos priorités pour cette année? Alors il y a des priorités qui sont propres à certains départements sales, d'autres qui sont plus générales pour le service sales ou même pour Lucas en général. Pour Lucas, je peux te parler par exemple du lancement de l'Allemagne. Nous, un projet côté Ops et Enablement sur lequel on aimerait travailler, c'est aussi notre cycle de vente et notamment nos démos. On a des démos qui en soi, je pense, fonctionnent plutôt bien parce que voilà, quand on voit nos taux de conversion, effectivement c'est pas mal, mais en fait on va aller quand même plus loin où on va beaucoup plus pouvoir montrer la valeur ajoutée pour le client, le ROI, faire plus de storytelling. Et pour ça, faut complètement qu'on revoie nos scénarios de présentation. On sait que souvent entre les sales et le market, la communication est clé et trop souvent pas suffisamment alignée dans beaucoup d'entreprises. Comment est-ce que vous contribuez à huiler les rouages sur cette question essentielle? Alors, pour te répondre, moi j'aimerais bien parler d'un outil qu'on utilise, qui est Mojo. Donc, Mojo, c'est un outil qui permet d'enregistrer les calls des sales, et pas que des sales en soi, mais bon, là on l'utilise pour les sales. C'est un outil d'analyse conversationnelle et nous en fait on s'en sert beaucoup pour le coaching. Et en fait cet outil-là, il permet à n'importe qui chez Lucas de pouvoir accéder très rapidement au call et donc en fait ça permet d'avoir une proximité terrain très facile. Donc ça c'est évidemment un outil qui est utilisé par nos équipes produits et par nos PMM, les Product Marketing Managers, effectivement.
Les PMM, on les voit très régulièrement au sein de squads qui sont organisés toutes les 2 semaines, dans lesquels, en fait, nous, côté enablement, on est présent et on va pouvoir remonter les besoins, les informations terrain, et où toutes les nouveautés produits, tous les sujets, en fait, relatifs aux produits vont être échangés. C'est clair pour Mojo. En plus, c'est un outil qui revient beaucoup dans le podcast. Et on a d'ailleurs reçu Mojo au tout début de Vive la Vente, qui va bientôt fêter ses 3 ans. Donc, il y a 3 ans, on a reçu Paul Berlotti, qui a créé Mojo. Leur proposition de valeur a un peu changé maintenant, avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. Mais c'est toujours un outil qui permet de retranscrire les appels, de les suivre, de les analyser, de voir qui parle le plus, de revenir sur des mots-clés. C'est quand même assez pratique. D'ailleurs, en parlant d'outils, chez Lucas, on le disait tout à l'heure, vous en avez pas moins de 14, répartis au sein de 4 gammes principales. C'est toi qui travailles aussi au fait que les commerciaux connaissent bien ces outils. Quelles connaissances ils ont, justement ? Alors, aujourd'hui, nos commerciaux, ils connaissent quasiment tous les logiciels. En tout cas, ils sont en mesure de faire la découverte de tous les logiciels. Et après, il y en a certains, peut-être 2, je crois, 2, 3, qui sont un petit peu plus confidentiels. Et à ce moment-là, il y a des référents qui, eux, les maîtrisent. Pourquoi est-ce que nos commerciaux ils connaissent tous les logiciels ? Tout simplement parce que en fait, quand on reçoit un lead, notamment les leads du marketing, qu'on a une demande de démo, on ne sait pas ce dont va avoir besoin le prospect. Donc déjà, on est obligé en fait de pouvoir faire savoir naviguer entre toutes vos offres. Une découverte surtout. Et je te parlais de nos paniers moyens tout à l'heure. Voilà, on n'est pas non plus sur des paniers moyens à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Si on spécialise les sales, ça veut dire qu'il faut plusieurs sales pour un rendez-vous de démo, pour un lead qui potentiellement va ramener 1000, 2000, 3000 euros de revenus annuels. C'est pas intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a une phase de montée en compétences dans le service sales qui est très importante, parce qu'il faut pouvoir maîtriser des outils qui sont complexes, avec des enjeux juridiques qui sont complexes. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé un moyen de craquer ça. L'onboarding dure combien de temps chez Lucas ? Alors, au sein du département mid-market, ça je peux t'en parler parce que du coup je le connais bien. Sur la partie maîtrise des scénarios, c'est 2 mois et demi. C'est énorme. Alors, c'est énorme, mais au bout de 10 jours, ils ont leur premier prospect. Ok. Donc oui, c'est long. Premier call au bout de 10 jours. Oui, à peu près, c'est ça. Okay. C'est long, mais ils sont quand même vite dans le bain aussi, et ils sont quand même vite face au prospect et face au prospect. Et après, tout ce qui est technique de vente, c'est progressif, mais en général, au bout de 6 mois, il commence à être vraiment bien. Ouais. C'est quand même assez long, mais c'est normal, il y a une énorme partie technique à tout ce que vous faites. Et donc, qu'est-ce que vous mettez à disposition pour qu'ils aient les informations nécessaires, soit le bon contenu, le bon discours, au bon moment ? C'est le Notion ? Ouais, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est le fait d'avoir un Notion qui est ultra structuré, hyper organisé. Il y a ça d'une part, c'est vraiment notre bible de connaissances. Ensuite, il y a des formations qui sont effectuées de manière très régulière. Et aussi, nous, en fait, on s'assure que les informations clés sont bien communiquées et surtout bien entendues et bien retenues. Alors, pour ça, comment on fait ? On a une newsletter qu'on envoie toutes les 2 semaines avec toutes les infos. Ça permet, par exemple, si quelqu'un part en congé, d'éviter d'aller faire de l'archéologie dans Slack. Donc ça, c'est un bon résumé. Il y a ça. Et surtout, en fait, on s'appuie sur des relais locaux, à savoir les managers. Et pour ça, on a des réunions qu'avec les managers, où on leur prépare en fait les slides, on leur donne vraiment des slides clés en main, et c'est à eux ensuite de retransmettre l'information lors de leur réunion d'équipe. Le fameux ruissellement. Exactement. Le milieu des SIRH, il est hyper concurrentiel avec des nouvelles solutions qui apparaissent d'année en année. Tu le disais au début, c'est plutôt que vous avez été bon, plutôt que le secteur qui s'est attendri, on va dire. Comment est-ce que vous faites pour que les commerciaux fassent concurrence des réponses aux objections, que vous soyez toujours qualitatif en termes de prix ? Tu le disais, vous faites les choses sérieusement sans vous prendre trop au sérieux. Est-ce que c'est ça finalement la touche Lucas, une certaine agilité tout en ayant conscience des enjeux que vous représentez ? Alors oui, l'agilité, ça c'est sûr, c'est un mot-clé chez Lucas, dans le sens où on a la capacité de s'adapter en fonction de ce qu'on observe sur le marché. S'il y a un nouveau concurrent, s'il y a une nouvelle stratégie tarifaire d'un autre, on est en mesure de réagir très vite. Alors ça commence à remonter, mais par exemple pendant le Covid, tout de suite en fait, on a créé des nouvelles offres. Donc effectivement, il y a l'agilité et autre chose, sinon de manière beaucoup plus terre à terre, pour faire face aux concurrents, il faut aussi les connaître. Pour ça, on a des battle cards
Des battle cards. Je vais traduire en français. Des battle cards, c'est des sortes de petites fiches d'identité, en fait. Plan de bataille. Ouais, voilà. Où on va retrouver le positionnement, l'offre de service, la tarification, la couverture fonctionnelle versus la nôtre. Bref, en gros... C'est de la cartographie, en fait. En gros, les différences entre tel concurrent et nous, et aussi des arguments un peu clés en main que les sales vont pouvoir réutiliser. Alors, je parle d'arguments. Attention, chez Lucas, on a une règle. On va jamais critiquer la concurrence. On va se mettre en avant par rapport... Exactement, et on va faire en sorte que nos prospects se posent les bonnes questions. Donc, pour qu'ils se posent les bonnes questions, il faut qu'on connaisse notre proposition de valeur versus celle de la concurrence. Par contre, on va jamais critiquer des concurrents. Donc, je t'ai parlé des battle cards. Il y a évidemment des formations aussi. Et on a des études beaucoup plus poussées aussi, une fois par trimestre. Lorsque tu es arrivé chez Lucas, vous étiez 60. Tu l'as dit tout à l'heure, vous étiez une dizaine de commerciaux. Maintenant, vous êtes 600, plus de 600. 660, j'ai regardé, et j'ai même regardé le nombre de recrutements qu'on avait fait depuis le début de l'année. 70 recrutements depuis le 1er janvier, et aujourd'hui, on est 660. C'est vraiment énorme. Comment est-ce que vous faites pour assurer la bonne intégration de ces nouvelles recrues ? On l'a compris, il y a beaucoup d'équipes, entre guillemets, support. Je dis bien entre guillemets parce que c'est pas littéralement des équipes support, mais vous êtes là pour les soutenir. Comment est-ce que vous faites pour assurer la bonne intégration des nouvelles recrues, que ce soit dans ton département ou même dans d'autres ? Parce que là, on le disait, 70 recrutements du coup en 4 mois, c'est énorme. Alors évidemment, c'est compliqué d'être exhaustive, mais je peux te parler de quelques éléments. Déjà, chaque nouvelle recrue a un parrain ou une marraine qui a pour objectif d'aider la recrue à sa bonne intégration. Il y a aussi, alors ça c'est vraiment un truc que je trouve super chez Lucas, on a mis en place en fait des rallyes. Alors le principe en fait c'est qu'on puisse passer de quelques heures à une demi-journée dans chacun des services de l'entreprise. L'objectif c'est déjà de comprendre ce que font les autres services, comprendre comment Lucas fonctionne, comment Lucas est organisé. Ça permet aussi de rencontrer des collègues. Et ce qui est chouette, c'est que, vu qu'on commence à être quand même assez nombreux chez Lucas et qu'il y a beaucoup d'arrivées, souvent les rallyes sont organisés avec les autres personnes qui sont arrivées en même temps que toi. Donc il y a un peu un esprit de promo qui se crée. Et la dernière chose, je dirais, c'est qu'en plus du manager, en tout cas au sein du service sales, les nouvelles recrues ont un coach, même d'ailleurs plusieurs coachs, qui vont les aider tout au long de leur montée en compétences. Le positionnement du coach, il est un petit peu différent. Et selon moi, ça permet quand même de nouer une vraie relation de confiance avec quelqu'un qui n'est pas un manager et qui va du coup aider à l'intégration. Quand on est dans une boîte qui ne cesse de grandir, comment on fait pour continuer de capter les signaux faibles des gens qui s'enlisent un petit peu, qui sont peut-être un petit peu moins heureux, moins motivés, moins engagés dans l'aventure ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour capter les signaux faibles ? Déjà, selon moi, c'est le relais manager. Il y a des points réguliers, des points hebdo qui sont organisés, voire des points quotidiens. Donc, pour moi, c'est le rôle du manager de savoir les identifier, savoir les capter. On a des RH aussi qui sont présents, avec des RH référents. Et d'ailleurs, un point que je trouve super que Lucas a mis en place, on a la possibilité de consulter des psychologues de manière gratuite. Je sais plus, je crois que c'est Livy, nous. Mais on a changé récemment, j'ai un doute. Je crois que c'est Livy. Et ça, je trouve ça super. En fait, ça montre vraiment que Lucas prend soin de la santé mentale de ses salariés. Et on a un outil qu'on appelle Popli Engagement, qui est un outil en fait, qui permet de faire des enquêtes anonymes. Et cet outil-là, on l'utilise régulièrement. Et en fait, il nous permet un peu de prendre le pouls des équipes. Alors, pas que, on l'utilise aussi dans d'autres contextes. Et ça permet quand même, on a des questions dédiées et ça nous permet quand même un peu d'identifier s'il y a des équipes à risque ou s'il y a des personnes à risque. Alors, ça reste confidentiel, évidemment, parce que c'est anonyme. Néanmoins, on a la possibilité ensuite d'échanger, alors tout en gardant l'anonymat, mais d'échanger avec la personne qui a mis un commentaire. Ça permet de rendre la chose constructive si besoin derrière, de manière totalement... Tout à fait, ouais. Une sorte de NPS interne. Tu as fait passer au moins 200, peut-être 300 entretiens. C'est des chiffres impressionnants que tu m'as dit lors de la préparation de cette interview. J'ai pas compté, oui, mais c'était à la fourchette. J'ai compté une fois, effectivement, on était autour de 50 sur une année. Et vu que je fais des entretiens depuis 2018, effectivement, si j'ai gardé ce rythme-là, on doit pas être loin. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon commercial, tant dans la méthode que le tempérament ? Alors, je pourrais te répondre en te donnant les qualités classiques qu'on exige d'un commercial. Ses capacités d'écoute, son intelligence émotionnelle, son organisation, sa rigueur. Bref, oui, tout ça c'est vrai, il faut ces qualités-là et on peut aider les collaborateurs à les développer. Mais au-delà de ça,
moi je pense qu'il fait vraiment la différence, c'est le fait d'aimer son métier en fait, le fait d'être passionné par son métier et la capacité à pouvoir prendre en compte aussi le feedback qu'on nous fait et l'appliquer. On avait reçu quelqu'un sur le podcast qui nous dit que c'est la capacité d'être coaché, et ça revient un peu à ce que tu disais, parce qu'en fait c'est la capacité de se remettre en question et de se développer, donc c'est la capacité de changement. Tout à fait, exactement. Quand je parle de feedback, c'est exactement à ça que je fais référence. Ouais. Vous avez une grille d'évaluation hyper précise pour vos recrutements. Sans en dire trop sur vos secrets de fabrique, au cas où de futurs candidats Lucas nous écoutent, comment s'articule cette fameuse grille d'évaluation? Alors, moi les secrets de fabrique, je peux les donner en fait. C'est là pour ça. Et oui, et puis en fait, surtout, notre but c'est pas de mettre en difficulté les candidats en fait. Nous, on peut lui donner les clés, ensuite c'est à lui de les utiliser. S'il sait les utiliser, en fait, pour nous, c'est qu'il a réussi son entretien. Et d'ailleurs, les questions qu'on pose en entretien, il n'y a pas vraiment de questions de piège. Hein. Qu'est-ce que tu as compris du poste? Présente-toi. C'est vraiment des questions classiques, en fait. Donc, quelqu'un qui est préparé, en fait, il a tout pour réussir son entretien. Pas quel est ton animal spirituel et il y a une réponse piège. Ouais, c'est ça. Enfin, non, exactement. Il n'y a pas ça. Du coup, pour en revenir un peu à cette grille d'évaluation, alors, chez Lucas, nous, on parle de scorecard. Et effectivement, tu as des scorecards pour tous les métiers. Et on va évaluer la capacité à être structuré, synthétique, clair. Mais ça, forcément, si tu prépares ton entretien, normalement, tes réponses, elles sont structurées et claires. Le fait que la présentation soit logique, les capacités d'analyse, de synthèse, le fait que la personne elle ait bien compris le poste et les missions, le fait que la personne se soit renseignée sur Lucas aussi, ça montre qu'elle est motivée. J'allais dire, tu as des candidats qui arrivent et qui ne connaissent pas Lucas, parce que apparemment ça arrive avec les plus jeunes générations. Les plus jeunes générations, je pense malheureusement... moi je suis pas trop en mode c'était mieux avant, oui. Je pense que il y a des défauts dans toutes les générations, comme il y a des talents incroyables dans toutes les générations. Je pense que c'est plutôt une question d'humain et de personnalité. Ça arrive, effectivement, c'est rare, mais effectivement, on a des candidats en fait, qui sont incapables de parler de Lucas, qui n'ont pas du tout compris ce qu'on faisait. Ça arrive, ouais. Mais on a des TAM, des Talent Acquisition Managers, qui font très bien leur travail. Donc en général, on a quand même des bons candidats qu'on reçoit en entretien. Si je te dis le grand oral, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi cela consiste pour nos auditeurs? On l'a un peu teasé tout à l'heure. Alors le grand oral, c'est une spécificité Lucas, c'est un peu notre marque de fabrique. Le grand oral, en fait, c'est la dernière étape du processus de recrutement. En quoi ça consiste? C'est une présentation sur le thème au choix du candidat, quoi. Donc le thème est libre. Présentation qui dure 10-15 minutes. Et surtout, c'est devant une dizaine de personnes, potentiellement de plusieurs services, de plusieurs équipes. Suite à cette présentation, tu as 10-15 minutes sur le sujet, puis ensuite on demande au candidat de se représenter, puis à nouveau quelques questions sur lui. C'est donc en fait une évaluation un peu collégiale. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Selon moi, c'est que ça permet d'éviter les biais qu'on peut avoir au recrutement, et c'est aussi une étape qui permet de confirmer le fit de la personne avec Lucas. Peut-être une anecdote sur les grands oraux que je peux raconter. On a une candidate qui s'appelle Maria, qu'on a recrutée, qui est d'origine géorgienne, et qui a fait du coup son grand oral sur la Géorgie, et notamment sur la cuisine géorgienne, et qui est arrivée avec des plats géorgiens. Ou alors, je me souviens aussi d'un candidat qui avait fait une présentation sur les choux-fleurs. Ok, très original. On va passer au temps 3 de notre podcast avec des questions un petit peu plus simples, un petit peu plus rapides, un petit peu plus précises. J'avais envie de revenir sur les outils. On a parlé de Mojo, on a parlé de Notion, on a parlé de CRM. C'est quoi votre CRM? On travaille avec Salesforce. Ok. Est-ce que tu as des extensions mail, des extensions Chrome que tu utilises qui sont absolument impératives? Oui. Alors il y en a une, je suis très contente de pouvoir en parler parce que je milite pour que tout le monde l'ait. Tu prêches un convaincu sur les extensions Chrome. On travaille avec MerciApp, qui a un correcteur d'orthographe, de syntaxe, etc., etc. Vous pouvez aussi regarder Language Better Tool, ça marche également. Et moi qui pensais être hyper bonne en orthographe, en fait je me rends compte que parfois il y a des petits trucs qui peuvent m'échapper, et entre les fautes de frappe, etc. Et ça franchement, pour un commercial, c'est indispensable de renvoyer une image d'excellence auprès des prospects. C'est une des clés aussi du succès. Forcément, ça passe par les capacités rédactionnelles. Et ce genre d'outil, c'est vraiment super. Ça fait gagner un temps fou et ça fait progresser les gens. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises sur Chrome? Oui, en extension mail, on travaille avec Briskin, qui permet en fait de gérer les templates mail. On a aussi Calendly, mais ça, je pense pas que ce soit une extension Chrome. Calendly, pour ceux qui sont curieux de le savoir, c'est pour mettre à disposition des plages fixes dans votre agenda, que les gens puissent prendre rendez-vous chez vous. Et ils sont très concurrencés par le fait que maintenant Google Calendar et Outlook sont capables de proposer des outils pareils, mais à la base, c'était l'un des premiers à avoir eu l'idée de proposer cette solution. Est-ce qu'il y en a d'autres? En termes d'outils? Ouais, par exemple, pour les propositions commerciales, on travaille avec PandaDoc, qui nous permet d'éditer nos propositions commerciales et qui est du coup complètement synchronisé avec Salesforce.
Maintenant, on va passer à la partie un peu conseil. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors, je sais pas si c'est le meilleur conseil, mais un conseil en tout cas qui m'a marqué en début de carrière chez Lucas, quand j'apprenais à vendre et à être commercial. Et en fait, du coup, qui a fait écho avec maintenant les méthodos qu'on enseigne aux sales. On m'a dit, tu notes tout. Tout ce que le prospect te dit, tu notes tout. Et ensuite, tu pourras rebondir dessus dans tes prochains calls. Et en fait, ce conseil qui semble finalement très opérationnel et assez simple, de juste noter ce qui est dit, en fait, ça permet de complètement personnaliser la suite du cycle de vente, de rebondir sur des éléments importants pour le prospect. Ça permet aussi de personnaliser le discours, parce qu'on va reprendre les termes du prospect. Et c'est vrai que nous, en fait, nos discours, ils sont un peu tout faits. Et ce qu'on enseigne aux sales, c'est de bien les personnaliser, de modifier les termes. Un exemple tout simple, tu vois, mais par exemple, au lieu de dire manager, si on parle de responsable d'équipe, on reprend le terme responsable d'équipe. Et en fait, le fait de tout noter, ça permet de faire ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un conseil qui m'a marqué. Et Mojo, je pense, contribue largement en fait de pouvoir tout formaliser de vos calls de vente. Est-ce que tu dirais quelque chose à la commerciale que tu étais quand tu as commencé dans la vente ? Ça fait 7 ans désormais. Est-ce qu'il y a un conseil flashback que tu aurais envie de t'envoyer ? Alors, un conseil, je sais pas, mais peut-être il y a une vente qui m'a marqué, où c'était un moment où vraiment j'avais enchaîné les bookings, j'avais un peu pris la conf. Il y a ce projet sur lequel j'étais en négociation, et clairement j'avais de la marge sur mon mandat de négociation, et j'étais persuadée que ça allait le faire, et en fait j'ai pas voulu céder pour 500 €. Et j'ai pas voulu céder, et j'ai vraiment cru que ça allait passer, et ils sont partis chez un de nos concurrents. Alors que si j'avais fait cette remise-là, ils auraient signé tout de suite. Et ça, je m'en suis mordu les doigts. 500 € d'ARR ou de MRR ? Alors, c'était pour 500 € de remise sur, en plus du one-shot, des prestations. Ah oui. C'était un petit projet. Ah oui, vraiment, t'aurais dû dire... Oui, it's okay. mais bien sûr, mais alors, bon, après, les mandats de négo n'étaient pas du tout aussi formalisés qu'aujourd'hui. T'avais plus de marge de manœuvre et c'est pour ça. Donc si tu pouvais t'envoyer un message dans le passé, ce serait pas le alors prestige, justement, non, on avait beaucoup moins de marge de manœuvre. Okay. C'est ça aussi, on avait beaucoup moins de marge de manœuvre. La moindre remise, fallait la faire valider par le directeur commercial. Okay. Alors qu'aujourd'hui, de toute façon, vu le nombre qu'on est, c'est évidemment plus possible. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus formalisé. Et les mandats sont très clairs. Et effectivement, les mandats sont aussi plus souples en raison de l'environnement concurrentiel. Mais oui, je m'en suis vraiment mordu les doigts de ce projet-là. Ouais, c'est marrant que ce soit le conseil flashback. C'est ce deal-là, un truc très précis. Ça m'a marqué. C'est pas tellement un truc général. Mais aujourd'hui, tu contribues finalement à apporter de la souplesse et du recul sur toutes ces décisions de vente. Donc tant mieux finalement. Tu permets de régler ce problème pour beaucoup d'autres commerciaux. Est-ce que tu as des recommandations culturelles, 2 ou 3 outils ou des livres à recommander à nos auditeurs ? Alors, il y a peut-être 2 livres que je pourrais recommander. C'est d'ailleurs plutôt des livres de management que des livres pour apprendre à vendre. Il y a La vérité sur ce qui nous motive de Daniel Pink, qui explique pourquoi est-ce que faut pas mettre de variables, notamment, pas que bien sûr, mais notamment, c'est très documenté, c'est très sourcé. Et il y en a un autre qui s'appelle Radical Candor de Kim Scott. Très bien, merci Marie. C'était ma dernière question de ce podcast aussi exhaustif, je pense, que plaisant. Les échanges étaient riches et les bonnes pratiques aussi. Tu nous as permis de prendre, nous aussi, du recul sur nos machines de vente, de penser à de bonnes performances, de bonnes techniques pour formaliser tous ces process et gagner en efficacité, mais aussi en performance et en chiffre d'affaires, je l'espère. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et qui sont sur Apple Podcast ou Spotify, je vous rappelle de nous mettre un petit commentaire et une note, s'il vous plaît. Et sinon, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Vive la Vente. Et d'ailleurs, en attendant, vive la vente. Et encore merci Marie. À bientôt. Merci.